Bonjour à chacun et à chacune. Donc, je suis Emeline Bouillot et je suis ravie d'être ce soir avec vous dans l'association sur les pas d'Hypatie. Donc, quand Evelyne m'a proposé de faire une conférence, je vais proposer ce titre un petit peu particulier, Et si la maladie cherchait à me guérir? Donc, cette intervention de ce soir va se dérouler en deux temps. D'abord, je vais témoigner par rapport à cette question. Et ensuite, je développerai, je dirais, le côté émotionnel, comment on peut utiliser une ressource naturelle pour se libérer des émotions perturbatrices. Alors, je me présente rapidement. Donc, je suis psychopraticienne certifiée de la méthode Tipeee. Je crois qu'Evelyne en avait parlé. Donc, c'est une méthode pour la santé émotionnelle. J'étais formatrice de formateurs, j'étais formatrice à la gestion des conflits, juge assesseur au tribunal pour enfants, art thérapeute, artiste, voilà. Et puis j'ai aussi fondé l'association Résilience qui est parrainée par Boris Cyrulnik. Alors, si j'ai proposé ce titre ce soir, Et si la maladie cherchait à me guérir, c'est parce que j'ai eu la chance, je vais le dire comme ça aujourd'hui, d'être questionnée moi-même par plusieurs maladies, dont une maladie génétique pour laquelle aujourd'hui je suis guérie. Alors ce soir, je vais partager avec vous mes découvertes sur notre pouvoir d'auto-guérison et aussi sur le rôle des émotions. Donc, bien évidemment, je vais tout de suite dire que je ne me situe pas du tout contre la médecine allopathique. Pour moi, il y a la place pour les deux. Et j'avais envie de dire un petit peu sous forme de boutade que notre pouvoir d'auto-guérison n'est pas vexé si des médicaments viennent nous soutenir. Donc cette thématique de « Ici la maladie cherchait à me guérir », j'ai envie de dire que face à la maladie, on peut avoir par exemple deux personnes qui sont soignées de la même façon pour la même pathologie, qui ont, on va dire, apparemment la même pathologie, et il y en a une qui va guérir et l'autre qui ne guérira pas. Parce qu'en fait, le médecin nous soigne, mais c'est bien le patient qui guérit. Donc, ce que je vais faire là, je vais un petit peu vous présenter un petit peu, on va dire, ma croyance. Ça n'est qu'une croyance, mais comme je m'en suis servie pour aller mieux, je suis heureuse de la partager avec vous. Aujourd'hui, moi, je pense que notre corps, il ne veut qu'une seule chose, c'est nous maintenir en bonne santé. On parle d'homéostasie. Donc, le premier facteur qui empêche notre corps de retrouver son équilibre, son homéostasie, c'est bien le stress. Et à une époque, les médecins, quand ils ne trouvaient pas une maladie ou que la maladie n'évoluait pas positivement, malgré les soins apportés, ils disaient c'est les nerfs. Aujourd'hui, on parle de stress. Le stress a remplacé cette expression. Et moi, j'en remarque que de plus en plus, les médecins portent du crédit sur le lien entre le stress et la santé. Donc, les situations de stress répétées impactent notre santé. Et évidemment, il y a les traumatismes qui sont évidemment des impacts sur notre santé. Mais aussi les situations, les petits stress répétés, qui aussi impactent notre santé. Alors la psychoneuroimmunologie apporte aujourd'hui des réponses. Elle permet de mieux comprendre les émotions, puisqu'on sait que les émotions se traduisent en substances chimiques et qu'elles agissent sur le système immunitaire et donc elles impactent nos mécanismes de guérison. Je me suis référée à Carl Simonton et Red Hanson. Une de mes croyances, c'est que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Donc, je sais que vous avez, pour la plupart, peut-être écouté Jeanne Ayache, qui est donc docteur d'État en sciences physiques, ancienne chercheuse du CNRS. Et elle nous dit il existe une fonction de régulation autonome incroyable de nos états émotionnels qui est prise en charge par la régulation homéostasique de nos émotions via les perceptions sensorielles.
Et c'est de ça dont je vais vous parler ce soir, de l'importance des sensations. Alors, ça sera surtout dans la deuxième partie, quand je vais parler des émotions, puisque je vais parler des émotions, mais surtout des sensations. Dans cette première partie, je vais, on va dire rapidement, expliquer comment moi j'ai pu traverser au mieux certaines maladies, voire m'en libérer définitivement. Et pour ça, j'ai essayé de poser la question, mais finalement, et si la maladie cherchait à me guérir, elle veut me guérir de quoi? Alors, elle veut me guérir des blessures émotionnelles non exprimées, non cicatrisées. Elle veut me guérir de tout ce qui m'éloigne de mon être profond, mon être libre et joyeux. Des vécus de peur, toujours actifs. Et en ce moment, on est bien gâté pour être tout le temps activé dans nos peurs. Elle veut me libérer des peurs, donc, et des vieux programmes, des pertes d'alignement entre ce que je pense, mes valeurs, mes paroles, mes actions, et peut-être de ma difficulté à être moi-même, et aussi de mes histoires transgénérationnelles. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire. Alors, je vais prendre quelques maladies. Donc, je disais au départ que j'ai une maladie grave, puisque c'était une spondylarthrite ankylosante. Et cette maladie, qui est une maladie génétique, m'a vraiment beaucoup fait souffrir et m'a conduite à me questionner pour voir comment je pouvais aller mieux. À l'époque, les médecins m'avaient dit que je ne guérirais jamais, donc je ne pensais pas me guérir. Mais aujourd'hui, je suis guérie depuis plusieurs années maintenant. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que pour moi, ce qui a été extrêmement important, alors je ne peux pas prendre toutes les thématiques, mais je vais en prendre une à chaque fois par rapport aux maladies. Pour moi, ce qui était important, c'est de ne pas m'identifier à la maladie. Voilà. Quand le diagnostic est arrivé, j'étais contente parce que finalement, ça me mettait des mots sur une souffrance qui était extrêmement importante. Je perdais la marche. Je me suis retrouvée plusieurs fois en chaise roulante. Le pronostic, c'était que je reste en chaise roulante dans les années qui suivaient. Mais j'ai assez vite compris que, ok, il y avait la maladie et il y avait moi. Et il y avait une partie en moi qui n'était pas la maladie. Donc, j'ai refusé le macaron invalidité parce que là, je me suis dit, j'ai pas besoin de ça pour avancer. J'ai accepté le 100% de la sécurité sociale, qui était une étiquette que j'ai dû cacher d'ailleurs à l'occasion d'une embauche. Mais j'ai toujours essayé de me dire, je ne suis pas la spondylarthrite ankylosante. Alors évidemment, il y a eu des moments très très durs qui me conduisaient à me poser la question, me disaient, est-ce que c'est bien judicieux de se dire ça? Parce que lorsque j'étais hospitalisée, j'étais mise dans le service où les personnes qui avaient la même maladie que moi et qui étaient dans des stades, on va dire, très avancés, grabataires, étaient là. Et puis, il y avait aussi le regard des autres. Notamment, je me souviens d'une infirmière qui m'avait dit « Oh, ma pauvre madame, ma pauvre madame ». Et donc, je comprenais dans sa parole, dans son regard, que c'était vraiment grave ce que j'avais. Et puis, il y a eu l'impact sur ma vie artistique. À l'époque, j'étais danseuse. Et donc, j'ai dû mettre fin au beau rôle chorégraphié qui m'était attribué avant la maladie. Mais j'ai quand même avancé avec la danse, j'ai changé, j'ai évolué. Enfin, je vous en parlerai si ça vous intéresse. Et puis, je me suis posé la question, qu'est-ce qui me met en vie? Qu'est-ce qui me met en vie? Voilà. Et donc, j'ai avancé avec ça. Et puis, je pourrais vous en dire plus si vous le souhaitez, mais comme le temps est un peu contraint, je vais parler d'une autre maladie. Donc, la spondylarthrite ankylosante, c'était quand même une maladie très grave. Et c'est à partir de celle-là que j'ai commencé vraiment à me dire que la maladie cherchait à me guérir. Mais pas tout de suite. Donc ensuite, j'ai eu la chance d'avoir un psoriasis en gouttes. Alors là, c'était incroyable. J'avais des petites gouttes comme des petites pustules à l'intérieur des bras, à l'intérieur des cuisses, sur le ventre.
Et je comprenais pas. Je suis allée voir la dermatologue qui me dit, bah écoutez, je sais pas trop ce que vous avez. Le diagnostic n'était pas posé. Comme elle trouvait pas ce que j'avais, elle m'a envoyé voir un grand professeur à l'hôpital de Rouen et qui m'a donc annoncé ça, que j'avais donc un psoriasis en gouttes et que je ne guérirais jamais. Alors, je vous rassure tout de suite, je suis guérie et je n'ai plus jamais eu de psoriasis en gouttes. Je vais vous expliquer comment. Donc à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que la maladie cherche à me dire? De quoi me parle-t-elle? Et j'étais à ce moment-là en train de divorcer. Mais dans ma tête, c'était OK, quoi. J'étais super contente. C'était un divorce qui se passait très très bien. Avec mon mari, on avait vraiment, on va dire, bien réussi notre divorce. Tout se passait bien. J'avais retrouvé enfin une certaine liberté. J'étais contente. Et en même temps, je me suis dit, mais est-ce qu'émotionnellement, je suis OK avec ça? Et donc, je me suis dit, ben, c'est peut-être là le problème. C'est qu'à l'intérieur, ben, la petite Émeline, à l'intérieur, elle n'était pas d'accord, émotionnellement. Alors, je vais vous citer une phrase de Woody Allen qui me fait rire. Woody Allen, il a dit, ce n'est pas que j'ai vraiment peur de mourir, mais je préfère ne pas être là quand ça arrivera. Eh bien moi, finalement, j'étais un peu comme Woody Allen. Je me mentais sur mes émotions. En fait, j'étais pas du tout OK émotionnellement. En fait, j'étais très triste de d'avoir à divorcer. Parce que quand je m'étais mariée, la jeune femme que j'étais à l'époque, elle était à 100% OK pour vivre toute sa vie avec donc mon mari de l'époque, avec qui je divorçais. Et donc, j'ai fait un travail à ce moment-là sur l'émotionnel. Je connaissais pas la régulation émotionnelle dont je vais vous parler après. J'ai commencé à me connecter à la jeune fille amoureuse. J'ai ainsi pu ressentir le bonheur de l'époque. Puis petit à petit, j'ai senti comment par des sensations désagréables, je, voilà, je n'acceptais pas la déception, la tristesse, le regret de ne pas avoir pu tenir mon engagement marital. Alors c'était drôle parce que ces pustules sur le corps, finalement, symboliquement, c'était comme des points de colle. Et comme elles étaient à l'intérieur du corps, c'est comme si mon corps n'avait pas voulu émotionnellement se décoller de mon mari. Et j'en ai conclu que même si je ne m'en étais pas rendu compte, j'avais une relation fusionnelle avec lui. Donc dès que j'ai eu fait ça, dès que j'ai pris conscience de ça, que j'ai commencé à réguler émotionnellement, on peut dire que la guérison a été immédiate, quasiment immédiate. Enfin, en quelques semaines, mais assez rapide, ça a commencé à régresser. Et puis, fini. Et alors, je me suis aperçue en repensant à cette histoire-là, que finalement, sans le savoir, je venais de découvrir le pouvoir guérisseur des sensations, puisque c'est ce travail que j'ai fait à partir des émotions et des sensations. Puisqu'en fait, une émotion, c'est d'abord une sensation. Mais je vous en reparlerai tout à l'heure. Alors, une autre maladie qui est venue me cueillir gentiment et qui m'a fait beaucoup avancer aussi, c'est un eczéma de la paupière. Où ça va se loger? Alors là, cette maladie-là, donc j'avais un eczéma de la paupière ici, qui faisait que ma paupière était vraiment, voilà, un peu alourdie. Enfin, c'était un peu difficile. Et donc, derrière cette problématique-là, qu'est-ce qu'il y avait? Alors, j'ai eu des pommades, etc., tout un tas de choses. Ça ne cédait pas. Et puis, bah, la dermatologue me dit, bah, écoutez, ce qu'on va faire, vous allez aller faire un examen et on va regarder à quoi vous êtes allergique. Alors là, c'était génial, parce qu'en fait, l'allergie, donc on m'a mis plein de choses dans le dos pour voir, des petites, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais j'en avais plein dans le dos. Et là, le résultat, vous êtes allergique à quoi? Aux médicaments qui, à l'époque, donc j'avais encore à l'époque la spondylarthrite, mais j'allais quand même assez bien. J'avais un médicament, puis le travail que je faisait que j'allais quand même assez bien. Mais on me dit,
donc le laboratoire dit il faut absolument immédiatement arrêter ce médicament. Or, ce médicament, c'était celui qui me permettait de vivre normalement. Alors là, je me suis dit, il y a quelque chose à comprendre. Et j'ai commencé à essayer de comprendre émotionnellement qu'est-ce qui se passait, parce qu'en fait, pour moi aujourd'hui, c'est souvent l'émotionnel qui est devant. Et là, je me suis aperçue qu'il y avait une peur mais immense de ne pas être bien soignée. Parce qu'en fait, à l'époque, j'avais été dépistée à l'hôpital Henri Mondor à Créteil et j'avais déménagé et j'étais arrivée en Normandie. Et en fait, c'était cette croyance que je ne vais pas être bien soignée en Normandie. Alors quand on a une croyance, c'est génial parce que on va tout mettre en scène pour confirmer la croyance. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que je me suis débrouillée pour trouver un kiné qui me prenait en même temps que sept autres personnes et qui s'occupait pas de moi. Je me suis débrouillée pour trouver un rhumato qui voulait pas me voir, qui m'a fait traîner. Et puis quand il m'a reçue, je me suis pas sentie en confiance. Bref, j'avais vraiment mis en scène ma croyance limitante que je ne pourrais pas être bien soignée en dehors de l'hôpital. Donc j'ai compris aussitôt que je m'étais sabotée en mettant merveilleusement en scène cette croyance et avec cette peur. Et à ce moment-là, sans enlever le traitement, sans rien changer, je me suis attelée à me libérer de ma croyance et de la peur. Et en 3 jours, la paupière a commencé à reprendre sa forme normale et tout est rentré en ordre, dans l'ordre, progressivement. Voilà, donc je vais assez vite, mais je vais enchaîner sur un autre problème de santé que j'ai eu. Alors celui-là, je l'adore. J'étais en Grèce. Euh, C'était la veille, enfin le lendemain, je devais reprendre l'avion pour rentrer en France. Et à ce moment-là, alors un lumbago foudroyant dans le bas du dos. J'étais arrêt sur image, je pouvais à peine marcher. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et puis, je suis allée m'installer, j'ai fait couler dans la baignoire de l'eau chaude. J'ai enjambé comme j'ai pu la baignoire, je me suis posée dans l'eau chaude et je me suis dit, qu'est-ce que ton corps vient te dire? Écoute ce que ton corps vient te dire. Et à ce moment-là, une image est venue. En fait, je devais, en rentrant en France, aller au tribunal. Quelqu'un m'avait demandé de venir au tribunal pour assister à une audience et en fait, je ne voulais pas y aller. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais tu veux y aller ou tu veux pas y aller là-bas au tribunal? Et à l'intérieur de mon corps, ça faisait non, 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 je veux pas y aller. Donc j'ai dit, ok, j'assume, je vais dire non, je vais rentrer en France, je vais appeler la personne et je vais lui dire que je ne viendrai pas, je ne me justifierai pas, je dirai juste que c'est pas ok pour moi. Eh bien, quasiment enfin presque dans la minute qui a suivi, j'ai senti que mon dos se relâchait. Je suis sortie, bon, je suis restée encore un peu, l'eau se refroidissait, je suis sortie et le lumbago foudroyant avait complètement cédé. Voilà. Une autre histoire. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Alors, j'ai eu aussi un kyste au cou et pareil par un travail intérieur, un travail je dirais, d'acceptation de la rancœur, de la partie blessée en moi. Finalement, un kyste, c'est une rancœur qui se solidifie. Donc, j'ai accueilli ça, j'ai traversé ça. Et le kyste, il est reparti. Et faut dire que j'étais allée chez la dermato pour lui dire, vous pouvez m'enlever. Il était tout petit. Et quand je suis revenue pour le faire enlever, il avait triplé, enfin, il était devenu énorme. Elle m'a dit, ah non, non, je peux pas, il faut aller voir un chirurgien. Et c'est là que je me suis dit, mais quand même, mon corps, de quoi me parles-tu? Qu'est-ce que tu me dis? Et c'est la maladie, et si la maladie cherchait à me guérir. Donc c'est là où j'ai découvert cette rancœur, etc. Que j'ai pu travailler là-dessus, et j'ai pu laisser circuler l'énergie librement à travers moi. Et puis faire confiance dans les projets que je voulais mettre en avant à ce moment-là et qui étaient freinés par cette rancœur.
Voilà. Je me suis référée par rapport à ça. Enfin, il y a beaucoup de livres qui parlent de la symbolique des maladies. Bon, moi, j'aime bien Lise Bourbeau, Audoux, Jacques Martel. Voilà. Alors après, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai eu aussi une hernie hiatale. Donc, je pense que c'est assez commun, ça. Bon, la hernie hiatale, c'est la peur de manquer. Donc, en travaillant sur la peur, eh bien, ce genre de bobo de la vie disparaît, ce symptôme désagréable. Les acouphènes, qui sont la peur de montrer sa vulnérabilité, la peur des critiques, qui sont vécues comme une dévalorisation. Donc, à ce moment-là, l'intuition n'arrive pas à percer la cacophonie des pensées. Donc, pour moi, c'est encore la peur, toujours la peur, les émotions. Donc, le travail sur les émotions m'a permis de me libérer. Et puis, le dernier exemple dont je voulais vous parler, j'ai eu une capsulite rétractile. Je ne souhaite ça à personne. C'est ce qu'on appelle aussi le syndrome de l'épaule gelée. Et j'ai souffert le martyre avec ça. Et en fait, j'ai découvert dans les travaux de Pierre-Jean Thomas Lamotte, dans son livre L'interprétation des maladies, ou bien Et si la maladie n'était pas due au hasard, j'ai découvert que nous sommes toujours en train de créer des compensations symboliques. La compensation symbolique inconsciente. Et par exemple, donc en travaillant là-dessus, alors que je souffrais tellement qu'on m'avait mis sous opium que j'ai arrêté au bout de 2 jours parce que j'étais dans le cirrhage. Là, j'ai commencé à travailler sur qu'est-ce que mon corps cherchait à me dire, de quoi ça me parlait. Et après, j'ai trouvé effectivement quelque chose qui était évident, qui était bien une compensation symbolique inconsciente qui nous empêche de nous sentir coupables. Et dans son livre L'interprétation des maladies, Pierre-Jean Thomas Lamotte parle de Ray Charles, qui est devenu aveugle pour ne pas se sentir coupable d'avoir vu son petit frère se noyer dans une lessiveuse. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous donnerai vous avez son nom, si vous cherchez, vous trouverez ses livres. Alors, donc aujourd'hui, pour conclure, je vais garder après du temps pour la deuxième partie. Et peut-être je vous proposerai de me poser des questions sur cette première partie avant d'entamer la deuxième. Donc, évidemment, aujourd'hui, si je témoigne, c'est parce que je suis convaincue que nous avons un pouvoir pour accompagner notre guérison. Nous avons un pouvoir pour grandir avec la maladie, que pour moi, la maladie est une crise de croissance, et que en écoutant son corps, en étant attentif à l'aspect émotionnel, on peut se libérer, on peut s'accompagner au mieux, se libérer du passé, être résilient. Et moi, je suis une résiliente des premiers jours. Et j'aime bien la phrase de Jacques Leconte. J'aime beaucoup Boris Cyrulnik, mais j'aime aussi la phrase de Jacques Leconte qui dit que la résilience, c'est transformer le métal de la souffrance en or du lien interpersonnel. Jacques Leconte. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette première partie. Je vous propose peut-être s'il y a quelques questions avant que je parle plus de l'aspect émotionnel, je vous présenterai un petit diaporama. Voilà, je suis à votre écoute pour éventuellement répondre à des questions. Est-ce que vous avez des questions? Evelyne, je t'entends pas. En tout Voilà. cas, c'est un sacré parcours et tu es une grande courageuse parce qu'effectivement, après avoir passé toutes ces épreuves, c'est pas évident. Moi aussi, j'ai eu un petit parcours un peu parallèle et qui est similaire, puisque j'ai été atteinte également d'algodystrophie pendant des années.
Mhm. J'ai eu des tendino et j'ai toujours des tendinopathies multiples, etc. Et puis une maladie inflammatoire chronique. Donc Mhm. je vis avec ça. Voilà, comme tu le dis, notre mental joue énormément et influence notre activité, notre guérison, la manière dont on peut surpasser nos douleurs et notre maladie. La motivation de mon association, par exemple, a été quelque chose d'énorme parce que, bon, même si je souffre, je pense pas, je m'occupe, je suis dans mes projets, dans la vie et Mhm. voilà quoi. Donc, ça, on rayonne d'autre part, d'une autre manière. C'est Mhm. une alchimie complètement différente Mhm. et on arrive à s'auto-guérir, c'est clair, c'est sûr, Mhm. et à passer outre. C'est extraordinaire. Comme quoi, euh, tout ce qui est afférent à la pensée, à notre manière de concevoir les choses, au pouvoir de l'esprit sont infinis. Voilà, Mhm. ça c'est vrai, tout à fait. Alors, j'avais commencé en disant que j'avais fait le choix de ne pas m'identifier à la maladie. Et quand tu parles de ton association, avoir des projets, souffler sur les braises de vie qui sont là, même quand la maladie, moi, avec cette spondylarthrite ankylosante, c'était l'horreur de l'horreur. Hein. Euh, j'ai toujours continué à danser. Le médecin m'a dit, vous arrêtez la danse, vous arrêtez tout. Et j'ai toujours continué à danser, ça m'a sauvée. Voilà. Donc, souffler sur les braises de vie. Alors, c'est vrai que le mental, l'esprit, c'est très puissant. Moi, je mets en avant quand même l'aspect émotionnel. Enfin, dans ce que j'ai raconté, le mental pour moi euh, enfin, je sais pas si on peut mettre le mental dans l'émotionnel, mais je le mets pas tout à fait là. Moi, c'est plus par l'émotionnel que j'ai compris que notre pouvoir d'auto-guérison pouvait se mettre en œuvre. Voilà. Merci de ton témoignage. Merci. Est-ce que vous avez des questions les uns et les autres sur cette première partie? C'est juste un témoignage, hein, mais je vous ai peut-être trop bousculé. Ça me ferait plaisir de vous entendre, même si c'est pas une question. Hein. Non, mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est très intéressant parce que la maladie, ça déclenche toujours des choses positives et ça permet justement de comprendre certaines choses qu'on n'aurait pas comprises auparavant. Mhm. C'est ça. Alors quand on est dedans et qu'on souffre le martyre, on n'a pas trop envie de croire à ça, mais c'est vrai que de plus en plus, les gens témoignent, les gens partagent, et si ça peut être un phare qui donne espoir pour justement donner du sens, et puis après à grandir avec la maladie ou avec les symptômes aussi. Mhm. Parce qu'il y a des symptômes qui sont très invalidants, qui ne sont pas forcément des maladies sur les organes. Bon, merci Greg, hein, c'est ça? Moi, je t'en prie, je te fais juste une petite parenthèse, beaucoup le savent, c'est la maladie, c'est le mal à dit. Tout à fait. C'est Voilà. ce qui n'a pas pu être dit, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Enfin, moi, c'est ma croyance aujourd'hui. Et franchement, si vous avez envie d'aller voir ce que raconte Pierre-Jean Thomas Lamotte là sur la compensation symbolique inconsciente, c'est vraiment passionnant parce que moi, voilà, ça m'a nourri vraiment de comprendre que oui. Pour ne pas se culpabiliser, le corps met en place un symptôme, comme pour Ray Charles. Ray Charles qui a vu son petit frère se noyer sous ses yeux. Il avait 3 ans et demi. Et 3 ans et demi après, il développe des problèmes de vue, une cécité, il va devenir aveugle. Et comme ça, il n'y a pas de problème. Il n'est pas coupable d'avoir vu son petit frère puisque le corps l'a mis aveugle. Enfin, c'est ce genre de processus. On crée un symptôme pour ne pas se sentir coupable. Alors, évidemment, le levier, Pierre-Jean Thomas Lamotte explique qu'il s'agit d'avouer, de dire ce qu'on a ressenti. Et donc, avouer le ressenti, parce qu'en fait, il y a des situations qu'on vit. Quand on les vit, on n'ose pas dire après le ressenti qu'on a eu, et c'est je dirais en cachant ce ressenti que le symptôme peut se créer. Voilà.
Donc, moi, je connais des praticiens en régulation émotionnelle qui sont médecins, etc., puis qui travaillent aussi pour permettre aux personnes de se connecter à leur vécu sensoriel, émotionnel. Donc, si vous êtes d'accord, je passe à la deuxième partie. Alors, ce diaporama, c'est un petit diaporama que j'ai fait justement pour parler de la régulation émotionnelle naturelle. Evelyne nous a parlé de Tipeee. Moi, j'étais formée par Tipeee, technique d'identification sensorielle des peurs inconscientes. Ça m'a changé la vie. Et maintenant, bon, voilà, j'accompagne des personnes et je trouve que c'est magnifique. Alors, en moins de 2 minutes, dans l'instant, il est possible de se libérer de toute émotion perturbatrice. C'est scotchant, vous n'êtes pas obligé de me croire. Alors, le bébé, je fais un petit détour par le bébé. Le bébé, lui, il sait pas ce que c'est l'émotion, hein. Il est dedans, il est à fond, c'est-à-dire que il ressent, il a faim, il a soif, voilà, et il va pleurer. Et c'est sur le ressenti, je l'ai dit tout à l'heure, le ressenti que se construit l'émotion. L'émotion, alors ça, c'est des connaissances qu'on a aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, on sait que c'est d'abord le ressenti, et ensuite, c'est le mental. Avec le cerveau, ça va très très vite. Il dit, tiens, t'as peur, tiens, t'es dégoûté, tiens, ceci, tiens, cela. Tiens, t'es triste. Mais c'est d'abord le ressenti. C'est pour ça que je vous ai mis ce beau bébé, parce que lui, il s'en fout de savoir s'il a faim, s'il a peur, voilà. Il ressent et ça va pas et il braille. Voilà. Alors, le corps, donc, est le premier instrument. Attendez, je vais pousser ça parce que ça m'empêche de voir un peu. Voilà. Donc, le corps est le premier instrument de la conscience. Et donc, en fait, c'est une construction mentale, c'est des représentations mentales qui nous permettent de penser, et elles sont construites à partir des perceptions internes. C'est pour ça que j'insiste sur le mot sensoriel, le contenu sensoriel. C'est ça qui nous va nous dire, tiens, ça va ou ça va pas. Alors les émotions, je pense que tout le monde les connaît, les émotions de base, hein, les émotions qu'on retrouve pratiquement dans toutes les cultures, la peur, la tristesse, la colère, le dégoût, la surprise, et quoi, j'en ai oublié une, la peur, la colère, la surprise, bah la joie, évidemment, la joie, ah celui du monsieur là, le monsieur qui est dans la joie. Donc les émotions, on les a classées comme ça, mais au fond, en fait, c'est surtout la peur qui est souvent là en premier. Alors, qu'est-ce qu'elles font, les émotions? Eh bien, elles filtrent notre perception du monde. Et voilà, et elles dictent nos réactions et elles influencent notre raisonnement. Et quand on est en difficulté émotionnelle, on ne peut pas raisonner. Voilà. On est en difficulté et à ce moment-là, la solution, c'est d'accueillir les sensations, puisque ce sont les sensations qui sont là pour nous parler des émotions. Bon, là, j'ai mis une petite définition entre justement émotion. Donc, émotion, attendez, il y a quelque chose que je vais bouger un petit peu, voilà, qui était sur mon... Voilà. Donc, l'émotion, c'est une réaction affective, transitoire. C'est pas écrit ici, mais c'est vraiment une construction du mental. C'est une construction du mental. Et la sensation, c'est un phénomène qui est interne. Et on a des capteurs sensoriels dans le corps, et on a évidemment des récepteurs à l'extérieur, c'est-à-dire les sensations. Il y a ce qu'on ressent par rapport à l'extérieur et par rapport à l'intérieur. Alors il y a James Avril qui a trouvé qu'on avait 550 émotions. C'est beaucoup, hein? Mais en fait, elles sont toutes déclinées à partir des émotions de base dont on a parlé, là, dont je vous ai parlé, les 6 émotions de base. Alors, j'insiste, comme pour le bébé, c'est d'abord la sensation et l'émotion. C'est pour ça que, en fait, ce dont je vous parle là, c'est parce qu'on a une ressource naturelle capable de nous libérer en moins de 2 minutes, mais elle va aller au niveau des sensations. C'est ce qu'on appelle la mémoire sensorielle, mais je vais en reparler après. Donc dans la vie, c'est pas compliqué.
soit je me sens bien, ça va à peu près, oui, oui, oui. Moi, j'aime bien, là, je suis avec vous, je suis détendue, je suis contente de vous voir, de parler de ce qui me passionne. Ou alors, je me sens pas très bien, oh, ça va pas trop bien, j'aime pas trop, voilà. On est un peu binaire, dans le ressenti intérieur, je parle, hein, dans le ressenti intérieur. J'aime ou j'aime pas. Si j'explique ça, c'est parce que c'est le point de départ pour pouvoir utiliser notre ressource naturelle. Donc le cerveau, il adore une émotion, mais c'est vraiment, il l'adore, il l'adore. Et en ce moment, il est gâté, le cerveau. Il est super gâté. C'est l'émotion de la peur. Parce que quand on a peur, eh ben, le cerveau, il est content parce qu'il ne sait faire, il sait faire ça depuis la nuit des temps. Il nous a sauvés, il nous a permis de survivre aux ours, je sais pas, aux crocodiles, à toutes les méchantes bêtes. Donc, il adore ça. Sauf que parfois, bah, elle est juste cette peur. Si je suis vraiment, voilà, en présence d'une vraie menace, d'un danger réel. Mais parfois, le danger, il n'est pas là. Il n'est pas là, mais j'ai quand même peur. Et mon cerveau, il fait pas la différence entre un ours et la peur de mon voisin, par exemple. Lui, il va enclencher les mêmes processus. Donc, la peur, c'est la capacité à reconnaître le danger. Et ce qui est connu maintenant depuis Laborie, c'est qu'on a trois façons de réagir à la peur. C'est la fuite, l'attaque et puis l'inhibition. Là, j'ai marqué attaque-fuite, voilà, réponse combat-fuite. Mais c'est aussi l'inhibition. Puis on a une quatrième aussi. Bon, je ne vais pas en parler maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est en réaction de survie, qu'on a peur? Que ça soit la peur de l'ours, du crocodile, ou de mon voisin, parce que j'ai peur qu'il m'attaque mon permis. C'est une histoire vraie pour moi, ça. Eh bien, le cerveau, il fait pas la différence entre une vraie peur où je suis en danger. Le sang va tomber dans les jambes pour pouvoir fuir. L'adrénaline va monter dans le corps pour pouvoir lutter. Et puis, ce que les animaux font très bien, mais nous, on ne sait pas faire, on peut se figer. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la somatic experiencing. Ça, c'est très intéressant. Ce sont des gens qui ont compris que les animaux, eux, quand ils sont suivis par un prédateur, eh bien, ils vont se figer. Alors, nous, on peut prendre la petite souris, tiens, c'est pas loin de chez nous, la petite souris. Elle est poursuivie par le chat. Puis d'un seul coup, le chat l'attrape un peu. La petite souris, pouf, elle tombe, on dirait qu'elle est morte. Le chat se dit, waouh, génial, ah, ma petite souris, je vais pouvoir jouer avec. D'ailleurs, parfois, il met un petit coup de patte, il la fait sauter, elle retombe par terre, comme morte. Là, le chat se détend, on dirait que j'étais un chat, miaou, miaou. Il tourne la tête et hop, la souris s'en va. Voilà. Mais nous, les êtres humains, on n'est pas capable de sortir du figement. Les animaux, ils ont ce talent-là. Ils vont se figer. Alors, soit ils vont fuir, soit ils vont attaquer. Mais quand ils se figent, ils peuvent sortir très rapidement de l'inhibition. Et nous, c'est notre problème. Parce que nous, on ne sort pas de l'inhibition. Et c'est ça qui va se passer. C'est que, eh bien, là, je vous ai mis les trois cerveaux. Nous, comme on ne sort pas de l'inhibition, alors on va rester dans le cerveau qui est en bas à gauche, là, le cerveau reptilien. On va rester dans ce cerveau reptilien qui est le cerveau de la survie. Et là, on est bloqué dans le cerveau reptilien et on est, même si dans la réalité, mon voisin attaque mon permis de construire, je ne suis pas en danger de mort, mais j'ai un ressenti de danger de mort. Si j'ai peur de passer sur un pont, ou si j'ai peur de regarder une araignée ou de m'approcher d'une araignée, j'ai un ressenti dans l'instant de danger de mort, parce que je suis dans mon cerveau reptilien. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'alors évidemment, il y a un décryptage par le limbique, le cerveau émotionnel, mais en fait, ça va très 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 vite tout ça. Dès que le stress arrive, le limbique dit oh là là, ça va pas, il envoie ça au reptilien qui dit je m'en occupe,
danger de mort, je m'en occupe. Il fiche tout. Et puis, eh bien, ce qu'on peut observer, c'est que le néocortex, il est complètement débranché. Et puis, alors après, peut-être le limbique va essayer de s'en occuper un peu, mais ce qui est très intéressant surtout, c'est que tant que je suis dans ce ressenti de danger de mort, alors des fois c'est surprenant, mais quand on commence à l'observer, on se dit, bah oui, là vraiment, j'ai plein d'exemples de gens, ils, ils me disent, mais je savais même plus comment je m'appelais, quoi. Voilà. Donc, quand on est dans le reptilien, le cerveau de survie, on a débranché le néocortex. Et le néocortex, ben c'est quoi? C'est le cerveau intelligent. C'est le cerveau qui nous permet de réfléchir, de penser, d'analyser et de trouver des réponses adaptées. Voilà, donc je sais pas, il faudrait qu'on ait le temps de se parler, voilà. Donc les trois cerveaux, celui du bas, le néocortex, quand on est dans le cerveau, là, celui qui est en bas sur la fiche là, quand on est dans le cerveau reptilien de survie, il est débranché. Alors, quelles sont les situations émotionnelles où on va se retrouver en cerveau de survie? Par exemple, quand on a peur du noir, peur de la foule, peur de parler en public. La peur de parler en public est la deuxième peur après la peur de mourir. Et en une séance, on peut désactiver ça. La peur des araignées, de prendre l'ascenseur, d'être contaminé, la peur du vide, de prendre les transports, la peur de mourir, bien sûr, la peur de la solitude. On peut aussi se sentir mal lorsqu'on a, par exemple, des comportements inadaptés de colère. Alors là, cette femme, ah oui, elle crie. Ce sont des comportements où on ne peut pas faire autrement. On se met à hurler, quitte à le regretter 5 minutes plus tard. Non, mais j'aurais pas dû crier, je sais, je sais, je sais. Mais ce sont des réactions qui sont sur le cerveau reptilien, sur l'émotionnel. Alors, il y a aussi les situations où on va se sentir complètement déprimé, on n'a plus envie de rien, on se replie sur soi, on s'isole. Et face au stress, il y a plein d'autres situations. Qu'est-ce qui se passe? J'adore ce dessin que j'ai trouvé. Eh bien, on perd tous ses moyens, on perd la confiance en soi parce qu'en fait, nos réactions sont inadaptées parce que c'est l'émotionnel qui prend le contrôle. Voilà, qui prend le contrôle. Et du coup, on perd la confiance en soi puisque on n'arrive pas à penser. Voilà. Alors, j'avais envie de parler des personnes hypersensibles parce que les personnes hypersensibles, et on les trouve beaucoup dans les personnes qui ont du haut potentiel, ce sont des personnes qui se sentent vite rejetées, humiliées, trahies, abandonnées, qui ont des sentiments d'injustice, parfois sur des petites choses. Donc l'hypersensibilité, c'est une vraie chance, vraiment, parce que ça donne des gens talentueux, qui ont une intuition, qui sont créatifs, mais en même temps, ça exacerbe, je dirais, le ressenti des sensations quand il se passe un événement. Alors, hop, 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 hop. Je ne sais pas si j'ai pas loupé une image, c'est pas grave. Donc, il y a aussi évidemment toutes les situations traumatiques, voilà, les agressions, les viols, les attentats. Donc là, évidemment, on le comprend encore mieux que nous soyons dans le cerveau reptilien. Et puis, il y a toutes ces situations où ça va pas, mais je sais pas dire pourquoi. Mais enfin, tout va bien, tu as un mari charmant, tu as un beau travail, tu as fondé une association, c'est génial ton association. Ouais, mais quand même, ça va pas. Et alors là, l'entourage comprend pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe là? On est encore en perturbation émotionnelle. C'est le ressenti intérieur qui vient nous dire que ça va pas. Et c'est ok de se dire que bah oui, même si apparemment tout va bien dans ma vie, ben non, moi je sens que ça va pas pour moi. Donc, si je m'occupe pas de mes émotions s'occupent de moi. Et j'en ai parlé longuement dans la première partie. Elles vont faire le terreau de mes futures somatisations, mes symptômes
ou mes maladies. Donc aujourd'hui, bon voilà, ça commence à être admis, même dans le monde de la médecine. Hein. Puis il y a toutes ces phrases qu'on connaît, ah, j'en ai plein le dos, je ne digère pas, ça me gaffe, tu me prends la tête, ça m'a coupé les jambes, etc. Donc le langage utilise hein, ces mots pour nous parler du rapport entre le corps et les émotions. Alors, qu'est-ce que je fais d'habitude quand ça ne va pas? Alors là, je pense que vous allez me suivre. D'habitude, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on essaye intellectuellement de résoudre le problème. On a pendant longtemps cru qu'il fallait chercher la cause. Il y a encore plein de gens qui pensent ça aujourd'hui, et je pense que vous le pensez peut-être aussi. On a longtemps cru que c'était en cherchant la cause profonde, mais oui, avec les parents que j'ai eus, avec ma grand-mère, etc., l'histoire de la famille et autres, on cherche intellectuellement. Aujourd'hui, avec les nouvelles informations sur les neurosciences, apportées par les neurosciences, on sait qu'on peut résoudre nos difficultés émotionnelles en laissant le corps faire tout seul, c'est-à-dire en débranchant le mental pour le coup. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, qu'est-ce qu'on fait? Pour pas ressentir justement, parce qu'en fait, comme on veut comprendre, on se réfugie dans la pensée, et surtout, c'est pour éviter de ressentir, parce que quand la sensation est là, qu'elle est désagréable, on n'a pas envie de la ressentir. Et pourtant, c'est le chemin de libération. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On respire, on se relaxe, on va faire du sport. Les femmes font parfois des achats compulsifs, on va prendre un petit verre d'alcool, on va appeler sa copine, on va prendre une petite cigarette, un cachet ou autre. On va faire tout un tas de choses pour ne pas ressentir les sensations qui viennent nous alerter dans nos corps et qui viennent nous offrir une nouvelle façon de libération. Est-ce que ça marche plus? Alors voilà. Donc, Jeanne nous l'a dit l'autre fois, la solution est à l'endroit du problème. Ça, c'est révolutionnaire. C'est ce que j'ai découvert, moi, en me formant donc à la régulation émotionnelle naturelle, TIPI. Donc, Jeanne, voilà. Et les biologistes de Lausanne ont aussi confirmé ça, que c'est la clé pour le traitement d'un traumatisme, on pourrait dire de tous les stress, est à l'endroit même, c'est à l'endroit du problème. Là, ça s'est engrammé au cœur des cellules. Et donc, la clé pour le traitement d'un traumatisme repose dans les mêmes cellules qui stockaient le traumatisme. La solution est à l'endroit du problème. C'est révolutionnaire et c'est hyper rapide. Alors, en fait, si on veut creuser, on s'aperçoit que c'est Luc Nicon qui a fait des recherches, des travaux là-dessus. On s'est aperçu que la plupart de nos perturbations émotionnelles, je prends une petite goutte d'eau, sont dues en fait à des pertes de conscience. Qui dit perte de conscience dit que c'est dans l'inconscient maintenant, quand je me sens en perturbation émotionnelle. Alors ces pertes de conscience, elles sont majoritairement en lien avec notre vie périnatale, prénatale, mais aussi des privations d'oxygène, même pendant la gestation, après, des dysfonctionnements cardiaques, des douleurs trop intenses, des intoxications, des déshydratations, des chocs physiques, des anesthésies. Ça peut être après aussi. Donc, on a perdu conscience et ça s'est, ça s'est pas refoulé, mais on n'y a plus accès puisqu'on est on est coupé de ça. Donc, les perturbations émotionnelles, elles prennent racine dans la vie intra-utérine, je l'ai dit, mais c'est donc une histoire biologique et non psychologique. Et c'est en ça que c'est révolutionnaire. Moi qui ai fait une psychanalyse, je peux vous dire que si j'avais connu ça avant, ça m'aurait permis d'avancer peut-être plus vite. Mais je ne regrette pas ce que j'ai fait. Voilà. Conséquence, on perd, quand on est en perturbation émotionnelle, on perd nos repères, notre capacité à gérer notre vie. Et je dis que c'est la Madeleine de Proust à l'envers.
parce que je pense que vous connaissez la Madeleine de Proust. Donc, je le dis rapidement. Donc, Proust, il a raconté que quand il était enfant, il mangeait une madeleine et il adorait ça chez sa grand-mère. Et après, quand il retrouvait une madeleine à manger, il se retrouvait dans ce bonheur qu'il avait vécu chez sa grand-mère. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans la Madeleine de Proust, c'est que un élément de la Madeleine de Proust ou un élément d'un vécu va nous renvoyer toute la scène. C'est-à-dire que je suis une femme, je me promène devant un champ de colza avec mon amoureux, un champ de colza bien jaune, et mon amoureux me dit, écoute, tu sais, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, on va pas continuer ensemble, on va arrêter. J'aurais une difficulté avec les champs de colza, peut-être faire une allergie, ou peut-être la couleur jaune, ou peut-être le printemps, parce que ça s'est passé au printemps. Donc, un élément va me reconnecter à la situation traumatique. Voilà, je vais un peu vite, je pourrais répondre à vos questions, je pourrais éclaircir si vous avez besoin. Alors, j'ai adoré cette photo que je trouve magnifique, parce que en fait, quand on est en couple, alors que ce soit en couple, on va dire, de la vie maritale ou pas, mais avec des amis, enfin quand on est en relation avec quelqu'un, mais dans le couple c'est encore plus fort, en fait l'autre, sans le vouloir, il va nous activer sur des perturbations émotionnelles, voilà, il va dire un mot et là, quand il a dit ça, mais moi, c'était l'horreur pour moi. Donc, soit je me mets à crier, soit je me mets à lui taper dessus, soit je m'occupe de ma perturbation émotionnelle. Et j'ai écrit la phrase « Merci à toi qui me donne des opportunités de libération émotionnelle ». Parce que c'est toujours l'autre. Alors, j'ai parlé de mon voisin, mais dans le couple, on a beaucoup d'occasions. C'est toujours l'autre qui va m'activer émotionnellement. Mais il y est pour rien, lui. Il y est pour rien. J'ai pas besoin de m'énerver, j'ai pas besoin de fuir, j'ai pas besoin. Je vais juste m'occuper des sensations qui sont là et laisser mon corps me libérer tout seul. En moins de 2 minutes. Alors, donc ça, c'est essentiellement la découverte de Luc Nicon, donc fondateur de la méthode Tipeee, mais il y a eu d'autres personnes qui ont beaucoup œuvré pour ça, Didier Godot, enfin beaucoup d'autres gens. Luc Nicon, il a fait une expérimentation sur 300 personnes. Il les avait donc un peu classées par type de difficulté. 79% des personnes se sont libérées en une séance de la perturbation pour laquelle il était venu, phobie, crise de colère, etc. Et puis, pour les autres, 7 personnes n'ont pas voulu continuer et donc les autres ont réussi à désactiver leur perturbation donc avec une deuxième séance. Voilà. Alors, bon, ça je vais passer parce que je vois que l'heure tourne. Donc, comment ça marche? Eh bien, en fait, je l'ai un peu dit, c'est qu'il s'agit de désactiver dans l'inconscient. Donc, au jour d'aujourd'hui, je ne connais pas quelque chose de plus fulgurant, de plus rapide. Je vous ai dit en moins de 2 minutes dans l'instant pour aller désactiver dans l'inconscient. Donc, c'est la mémoire sensorielle. Alors, je vous avais dit, il y a les sensations, les émotions. Donc, la mémoire sensorielle, au moment où on est en perturbation, elle est là. Et si on la laisse faire, si on la laisse faire son travail, un peu comme quand on va se griffer, ben on va pas tous les jours regarder, dire alors sa cicatrice. Ben là, on va laisser faire la mémoire sensorielle, sans lui donner d'ordre, sans essayer de comprendre. On va être juste branché sur qu'est-ce que ça fait dans mon corps là maintenant. Et en moins de 30 secondes, des fois 1 minute, 2 minutes maximum, dans l'instant, je parle dans l'instant, elle va retourner à l'endroit de l'engrammage, puisque j'ai dit au départ, la solution est à l'endroit du problème, c'est engrammé au cœur de la cellule, comme a dit Jeanne Ayache. Donc elle, de façon fulgurante, elle est là, hop. Je dis que c'est
une petite jeune fille susceptible, c'est-à-dire qu'on ne doit pas lui dire ce qu'elle doit faire, juste la laisser faire. Qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Il y a des sensations. Là, là. Je laisse évoluer, je laisse évoluer. Et ça se fait tout seul. Alors évidemment, l'ego, il n'est pas content. Il dit, c'est moi qui commande. Alors, c'est un petit apprentissage pour accepter d'aller juste rester connecté avec les sensations. Donc ça, c'est ce que je viens de vous dire, c'est la fulgurance de la mémoire sensorielle qui va directement dans l'inconscient. Alors, la mémoire sensorielle, mais comment? Bon, bah là, c'est bon, c'est des phrases qui redisent la même chose. Voilà, comment faire? Je vois que ça... Eh ben, comment faire? Ben voilà comment vous pouvez faire. Dans l'instant, vous repérez, ah ben ça allait bien, ah là ça va pas du tout, là ça va pas. Ok, je ferme les yeux. Alors je dis, j'accueille les sensations. Qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Et là, j'accueille les sensations. Donc je peux éventuellement mettre la main ou imaginer que je mets la main à l'endroit où il y a les sensations. Dès qu'il y en a deux, je m'autorise à les laisser évoluer. Je me dis la petite phrase dans ma tête, je laisse évoluer. Et le job, c'est de ne rien faire. Comme j'habite près de l'île d'Oléron, moi je dis il faut avoir un QI de moule ou un QI d'huître. Il faut surtout pas réfléchir, ne pas penser. À ce moment-là, on débranche le néocortex. Et en moins de 2 minutes, c'est plié. Voilà, et c'est magnifique. Et après, ben c'est fini pour toujours. Si par exemple vous travaillez sur, vous avez, je sais pas, phobie des araignées, ben après, comme disait une dame, elle me dit, ben maintenant je les prends, je les mets sur un petit carton et je les jette dans mon jardin. C'est fini. Une fois que c'est désactivé pour toujours. Voilà, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle la régulation, la résolution émotionnelle naturelle. C'est rapide, efficace et durable. Et je vais finir sur, donc ça peut se faire donc ça peut s'apprendre aussi pour le faire en différé. Bon, voilà, voilà. En général, dans l'instant, une séance suffit, mais en différé aussi. On peut avoir des bénéfices inattendus, c'est-à-dire on va travailler par exemple, je disais la peur des araignées, puis d'un seul coup on va se dire mais avant j'avais peur de parler en public, ben ça va être désactivé en même temps, parce que si c'est sur la même racine, ça c'est scotchant. Et puis pour finir donc il ne s'agit pas seulement de s'apaiser, parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire maintenant, dès que je vais porter mon attention aux sensations, je vais m'apaiser forcément. On ne peut pas penser et ressentir en même temps. C'est pour ça que beaucoup de gens font de la méditation. Je ne peux pas penser et ressentir en même temps. Mais là, on va plus loin, c'est-à-dire que on utilise je dirais le premier biais qui est je reste avec mes sensations. Donc là, je ne pense plus. Je suis juste avec les sensations. Et l'apaisement ne suffit pas, puisqu'on vise de se libérer définitivement. Youpi! Voilà, bon, ça c'est mon... Donc, il y a 3 sites dans lesquels je suis répertoriée. Donc, c'est tipeee.pro, peur.info, sont des... Et puis apaise.pro, association des praticiens en santé émotionnelle. Et pour terminer, j'ai fait une chaîne YouTube ou en ventriloquie, voilà, si ça vous intéresse d'aller voir Cool Canel YouTube, ben vous verrez comment je raconte un peu comment se libérer dans l'instant des émotions perturbatrices. Voilà, voilà. Je suis à votre écoute pour d'éventuelles questions. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment très clair, très concis et très intéressant. Et cette méthode, effectivement, a l'air bluffante. Ouais. Et ne me croyez pas, essayez. Ne me croyez pas, essayez. Et sur Cool Canel, vous
vous retrouvez, vous pouvez aller voir Canel et 5 astuces, vous aurez, elle vous explique comment. Euh, voilà, vous pouvez réviser ou apprendre. Ou, enfin bon, j'ai mis près de 40 vidéos, il y a quelques témoignages